On y est, ouais. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle webconférence UPV. Alors, quelques petits problèmes techniques pour expliquer le retard. Aujourd'hui, nous allons aborder le décryptage de la loi de finances 2023. Loi de finances qui a été publiée au journal officiel du 31 décembre 2022, avec son lot de mesures fiscales en faveur des PME. Donc aujourd'hui, l'exercice, nous allons accueillir Marie-Claire Rouillet, avocate en droit social, et Maître Marie Serra, avocate fiscaliste, toutes les deux au cabinet ESAC et associés. Alors, les principaux points de la loi de finances 2023, l'allègement de la fiscalité et la poursuite du soutien financier, le soutien aux dépenses énergétiques, le soutien au recrutement à la formation et les mesures en faveur de l'environnement. Petit rappel méthodologique, vous pouvez vous poser vos questions par le chat. Je les transmettrai à nos intervenantes, à qui je laisse la parole de suite et je les remercie. La parole est à vous, mesdames. Merci beaucoup. Donc, pour débuter cette intervention aujourd'hui, donc deux parties. Une partie actualité sociale et actualité fiscale. Donc, concernant les actualités sociales, nous allons échanger et parler sur le CPF, le compte personnel de formation. Nous aborderons ensuite les prélèvements sociaux et fiscaux sur les salaires et les nouvelles mesures issues tant de la loi de finances pour 2023 que de la loi de financement de sécurité sociale. Nous allons aborder également les vérifications et les contrôles URSSAF avec des nouveautés concernant les entités principalement de 20 à 250 salariés. Et enfin, nous terminerons par les mesures liées au Covid. Certaines mesures, vous verrez, nous permettront de faire le lien avec les actualités fiscales qui seront reprises par Marie dans un second temps. Donc, en premier lieu, concernant les actualités sociales. Donc, actualité sociale, CPF, le compte personnel de formation. Donc, nouveauté issue de la loi de finances. Pour rappel, depuis 2019, chaque salarié est titulaire d'un compte personnel de formation qu'il peut mobiliser dans le cadre de sa démarche et ses droits à la formation. Il dispose donc d'un crédit. On ne parle plus d'heures comme nous connaissions avec le DIF. Donc maintenant, c'est un crédit monétaire. Et si ce crédit était suffisant, la formation qui était éligible dans le cadre du CPF était intégralement prise en charge. Le constat à l'heure actuelle, c'est que ce dispositif coûte très cher à l'État. On voit que la Caisse des dépôts et de consignation a mobilisé 7 milliards d'euros dans le cadre de ce dispositif du CPF, et là où 5 millions ont été engagés dans le cadre de la formation. Donc, il y a vraiment un coût très important pour l'État dans le cadre de ce dispositif. La loi de finances est venue mettre un terme aux 100% prise en charge dans le cadre du CPF, puisqu'il restera un reste à charge au titre du salarié mobilisant son compte personnel de formation. Cette mesure est donc destinée à limiter le coût de la formation professionnelle et œuvrer en vue d'une formation utile et réelle en vue de l'insertion professionnelle des salariés ou l'acquisition de compétences. En pratique, c'est quoi? Ce reste à charge conduira à ce que le salarié ait une participation financière lorsqu'il mobilise son compte personnel de formation. L'idée, c'est que cette participation soit de manière proportionnelle dans la limite d'un plafond, soit de manière forfaitaire, et ce, quel que soit le montant des droits disponibles. Ce n'est pas parce qu'un salarié a donc l'intégralité, des droits lui permettant de financer l'intégralité de cette action de formation qu'il n'y aura pas une participation financière à sa charge. Cette participation financière pourra être couverte par un abondement de l'employeur. En revanche, on voit que certains publics seront exonérés de cette participation financière, principalement les demandeurs d'emploi ou ceux qui construisent ce projet avec l'employeur. À l'heure actuelle, on est toujours dans l'attente d'un décret qui viendra préciser les modalités de mise en œuvre de ce reste à charge. Rien n'a été publié pour l'instant. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette mesure a été très décriée avant l'entrée en vigueur de la loi de finances. Elle était d'ailleurs considérée comme un cavalier budgétaire, donc le fait qu'elle n'ait rien à faire dans le cadre d'une loi de finances. Toutefois, le Conseil constitutionnel a validé la mesure, donc nous devrons composer avec cette mesure de régulation. Par la suite, donc, nous allons aborder les déductions forfaitaires des cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Donc, je vous l'ai mis à l'écran, j'ai fait une petite frise chronologique dans le temps concernant ces déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures sup.
On garde en tête quoi? La loi de cet été, donc la loi en faveur du pouvoir d'achat d'août 2022, prise un peu dans une situation d'urgence, a mis en œuvre cette déduction forfaitaire de cotisation patronale, et ce, à compter des heures supplémentaires réalisées au 1er octobre 2022. Désormais, avec la loi de finances de sécurité sociale, c'est intégré au code de la sécurité sociale. Donc, ça a été intégré dans le cadre du code, et on précise donc que désormais, l'imputation de cette déduction forfaitaire des cotisations sociales se fera sur l'ensemble de la rémunération. Donc, les modalités de déduction sont désormais précisées. Auparavant, c'était uniquement sur les cotisations relatives aux cotisations patronales relatives aux heures supplémentaires. Désormais, l'imputation se fait sur l'ensemble des cotisations patronales dues à l'URSSAF. Donc, on élargit le champ de déduction des cotisations patronales. Autre nouveauté sur les jeunes entreprises innovantes, et ça nous permet de faire le lien avec ce qu'abordera Marie dans le cadre de ses actualités fiscales. Juste pour faire un peu de teasing, le dispositif est reconduit jusqu'au 31 décembre 2025 et concerne également des avantages qui sont inchangés concernant ma partie sur les cotisations patronales. Les conditions d'obtention que vous verrez avec Marie par la suite sont presque inchangées. Néanmoins, vous aborderez quel type d'entreprises peuvent prétendre au statut de jeunes entreprises innovantes avec Marie par la suite. Autre actualité concernant les mesures d'allègement. Les titres restaurants. Donc, tout le monde connaît les titres restaurants. Une action et une aide en faveur des titres restaurants, un coup de pouce avait été donné postérieurement à la crise Covid. Issue désormais de la loi de financement de sécurité sociale, une revalorisation des limites d'exonération. C'est-à-dire que la limite d'exonération des cotisations et contributions sociales dans le cas des titres restaurants passe à 6,50 € en 2023. Pour rappel, en fait, le principe, c'est quoi? C'est que la participation patronale au financement du titre restaurant constitue un avantage consenti aux salariés qui, normalement, en application des textes classiques en la matière, devrait être intégré à l'assiette des cotisations et contributions sociales. Toutefois, le texte pose des exceptions. Ces exceptions concernent le fait que dès lors que l'employeur participe entre 50 et 60% de la valeur libératoire du titre, sa participation peut être exonérée de cotisations et contributions sociales. Et dès lors également qu'on ne respecte pas, qu'on ne dépasse pas une valeur totale du titre qui est désormais comprise entre 10,83 € et 13 €. L'idée de ce dispositif, c'est quoi? C'est qu'en augmentant les limites d'exonération, le gouvernement fait un lien avec l'augmentation des prix, puisqu'on considère qu'il y a 12% d'augmentation sur les prix des produits alimentaires. Donc, c'est un coup de pouce qui est donné dans le cadre de ce dispositif et afin d'accompagner l'augmentation des produits alimentaires, du coût des produits alimentaires. Toujours dans le cadre des mesures d'allègement, on a une mesure qui concerne les cotisations et contributions en lien, avec l'achat d'actions de l'entreprise. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que pour 2023, on va reconduire les mesures d'exonération. C'est une exonération de forfait social sur l'abondement de l'employeur qui vient compléter un versement volontaire du salarié destiné à l'achat d'actions ou d'actions du groupe. Pour mémoire, normalement, c'est un forfait social de 10% qui devrait s'appliquer. Toutefois, la loi de finances pour 2021 avait mis en place un dispositif d'exonération pour les exercices 21 et 22 qui est désormais reconduit. Quoi vous dire d'autre? En fait, ce dispositif sert à quoi? C'est lorsque le salarié fait un versement sur le plan d'épargne d'entreprise consacré à l'achat d'actions. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, dès lors que l'employeur va abonder pour compléter le versement qui est effectué par le salarié, ces mesures favorables d'exonération de forfait social trouveront à s'appliquer. Nouveauté aussi concernant la taxe relative à l'embauche d'un travailleur étranger. Donc,
Étranger, ça s'entend hors Union européenne, puisque, vous le savez, on bénéficie du principe de libre circulation des travailleurs et des capitaux dans le cadre de l'Union européenne. Donc, quand on parle de travailleurs étrangers, c'est hors Union européenne. Donc, désormais, la nouveauté, c'est que la taxe est recouvrée par la DGFiP. Depuis 2023, donc il y a un transfert auparavant versé à l'OFII. Désormais, c'est auprès de la DGFiP. La taxe sera donc due dès la fin du premier mois de travail en France du salarié. Auparavant, c'était dans les 3 mois de la délivrance du titre de séjour. On attend le décret qui va nous expliquer quelles seront les modalités pratiques et concrètes du versement de cette taxe. Les employeurs redevables de cette taxe sont inchangés, donc c'est le travailleur qui va embaucher directement un travailleur étranger ou un travailleur qui va accueillir temporairement un travailleur détaché par une entreprise qui n'est pas établie en France. C'est le cas souvent des mobilités intragroupes. Attention néanmoins, petite précision, c'est que cette taxe n'est due que lors de la première admission. Donc, si il y a plusieurs admissions de ce travailleur-là en France, la taxe ne sera due que pour la première fois. Autre précision sur cette taxe toujours, le montant reste inchangé. Donc, en fait, c'est 55% du salaire dans la limite de 2,5 SMIC ou pour un travailleur temporaire, les modalités de calcul sont différentes. Néanmoins, petite précision, nouvelles exonérations. Un particulier employeur n'est pas concerné par cette taxe. Donc, c'est bien quand même de le préciser. Et également, l'embauche temporaire d'un assistant de langue est soumis à une taxe nulle. Donc, ça n'existait pas auparavant. Donc, les précisions ont été apportées dans le cadre de la loi de finances pour 2023. Nouveauté, le report du transfert, nouveau report, je devrais dire, du transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco. Le principe était qu'il y ait un transfert de cette cotisation auprès de l'URSSAF. On est aux multiples reports, il me semble que c'est le 3e report, donc pour 2024, on l'espère. Initialement, le transfert devait intervenir au 1er janvier 2022. Il avait été reporté une première fois au 1er janvier 2023, comme je vous l'ai mis, compte tenu du contexte sanitaire. Nouveau report, donc second report, excusez-moi, aujourd'hui au 1er janvier 2024. Cette demande a été formulée par l'ensemble des partenaires sociaux, donc organisations patronales et syndicales. Donc, pour l'instant, on ne bouge pas. Néanmoins, il n'y aura pas d'effet, ce transfert éventuel en 2024 n'aura pas d'effet sur la compétence des institutions de retraite complémentaires quant aux délivrances et des prestations. Donc, pas d'évolution sur ce principe-là. Nouveauté contrôle URSSAF. Première chose, c'est que désormais, l'URSSAF sera chargée de vérifier les DSN. L'URSSAF devient donc l'opérateur qui va vérifier les DSN. Attention, la vérification n'est pas un contrôle, donc l'ensemble des dispositions relatives notamment à la charte du cotisant contrôlé et toutes les garanties qui sont accordées dans le cadre d'un contrôle n'auront pas vocation à s'appliquer en cas de vérification des DSN. Donc, l'URSSAF va vérifier l'exhaustivité, la conformité, la cohérence des informations qui sont déclarées par les employeurs chaque mois. En cas d'anomalie, l'URSSAF pourra solliciter des explications auprès des déclarants, pourra solliciter des modifications. En l'absence de correction de la part des déclarants, l'organisme de sécurité sociale pourra, de plein droit, d'autorité, modifier la déclaration qui aura été adressée par le cotisant. Donc, nouveauté, les compétences sont donc élargies en faveur de l'URSSAF s'agissant des DSN. Attention, je parle de l'URSSAF, mais même raisonnement concernant la MSA, qui elle aussi se voit transférer ces compétences-là, la possibilité de vérifier et à l'issue d'une période au cours de laquelle elle aura constaté des anomalies et sollicité des explications de la part du cotisant, faire d'autorité la modification. Toujours contrôle URSSAF. Désormais, sont inscrits les règles concernant les contrôles dans les entreprises de moins de 20 salariés. Alors, pour rappel, avant 2018, la durée n'était limitée à 3 mois que dans les entreprises employant moins de 10 salariés. La limite s'appréciant à la date effective de contrôle et à la date d'envoi de la lettre d'observation. On
pour savoir si on relevait de cette disposition ou non, l'effectif était apprécié au niveau d'un groupe d'entreprise, donc pas au sein de l'entreprise, ce qui permettait de s'affranchir de ces règles bien souvent, puisque lorsqu'on est dans un groupe, l'effectif était apprécié au niveau du groupe et non de l'entreprise. Donc, de multiples cas où la limitation ne s'appliquait pas existaient. Sur la période 2018-2022, il y a eu une démarche à titre expérimental afin de limiter les durées de contrôle dans les entreprises de moins de 20 salariés, et ce pour 3 ans. Donc, jusqu'au 10 août 2021, il y avait la vocation et la volonté d'instaurer à titre expérimental une limite des durées de contrôle pour éviter que ça se dure trop dans le temps. Désormais, depuis le 1er janvier 2023, ce dispositif est donc pérennisé. Donc, on limite à 3 mois les durées de contrôle pour les entreprises de moins de 20 salariés. Alors, néanmoins, nuance à faire, puisque dès lors que 2 situations se présenteront, cette durée de contrôle de 3 mois, cette limite de durée de contrôle de 3 mois n'aura pas vocation à s'appliquer. C'est le cas lorsque la documentation sera transmise tardivement par le cotisant, en fait, en cas de demande d'explication de la part de l'URSSAF, et dès lors que le cotisant ne répondra pas dans un délai de 15 jours aux demandes d'information sollicitées par l'URSSAF, le délai de 3 mois maximum n'aura pas vocation à s'appliquer. Et dès lors aussi qu'il y a une demande de report de visite de l'agent de contrôle par le cotisant, ce délai max de 3 mois n'aura pas vocation à s'appliquer. Donc, on voit qu'il y a quand même certaines avancées en matière de contrôle URSSAF, sachant que, pour rappel aussi, il y a des nouveautés et il me semble qu'un webinaire a été organisé en la matière sur la charte du cotisant contrôler son opposabilité. Autre nouveauté, toujours dans le cadre du contrôle URSSAF, c'est le fait que l'agent de contrôle peut utiliser des informations obtenues lors du contrôle d'une autre société du groupe. Alors, par principe, les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée ou des personnes rémunérées par celle-ci, donc bien souvent les salariés. Donc, ce qui permettait de limiter la possibilité d'obtenir des informations par captation ailleurs. Désormais, en fait, dès lors qu'on obtient des informations auprès d'une autre société du groupe, dans ce cadre-là, l'agent de contrôle pourra utiliser ces informations. Néanmoins, quelques garanties sont apportées aux cotisants, puisque pour le cotisant, l'agent de contrôle devra informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents obtenus. Et la personne contrôlée pourra obtenir copie de ces documents, donc pouvoir répondre. Le principe du contradictoire est donc bien ancré, néanmoins, dans ce dispositif où on ouvre un peu les vannes et où on permet à l'agent de contrôle de se servir d'un peu plus d'informations. On attend néanmoins les décrets qui fixeront les conditions et les garanties applicables à cette utilisation de documents provenant d'une autre personne contrôlée. Autre point, toujours en lien avec l'URSSAF. Vous avez parfaitement connaissance du fait que, en cas de manquement à l'obligation relative à l'attestation de vigilance, le donneur d'ordre est bien souvent tenu pour responsable en cas de défaillance du sous-traitant. Donc, l'obligation de vigilance s'applique dès lors qu'il y a 5 000 € hors taxes de prestations qui sont commandées. À défaut, en fait, comme je vous l'ai mis, si on ne respecte pas cette obligation de vigilance, il y a un principe de solidarité financière. Le donneur d'ordre devra payer les impôts, devra payer les cotisations sociales dues par son sous-traitant parce qu'il n'a manqué à son obligation de vigilance. Désormais, en fait, cette sanction qui était très importante, très dure, quelque part pour un cotisant qui avait juste oublié de vérifier une obligation de vigilance, il n'y avait pas de malice bien souvent, cette sanction, en fait, vient être un petit peu modulée. Il y a une modulation du plafond des sanctions encourues en tenant compte de la gravité des faits commis. Et il y a la possibilité pour le donneur d'ordre de bénéficier d'une réduction du taux des majorations s'il s'acquitte en fait pour le compte de son sous-traitant rapidement des condamnations. Donc ça, c'est une mesure qui rentre en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Donc désormais, modulation de la sanction. Je vous ai mis un petit tableau qui prévoit la sanction et les possibilités de modulation
de cette sanction dès lors que le donneur d'ordre a manqué à son obligation de vigilance. On voit donc que depuis le 1er janvier 2023, la sanction est donc modulée dans le temps. Avant-dernière actualité en droit social, en actualité sociale, c'est concernant les arrêts de travail Covid. Concernant les arrêts de travail Covid, la grosse nouveauté, c'est que désormais, le délai de carence aurait vocation à s'appliquer. Parce que vous le savez qu'à l'heure actuelle, jusqu'en va dire en 2022, un salarié testé positif à la Covid-19 devait s'isoler dès lors qu'il ne pouvait pas télétravailler. Dans le cadre de ces arrêts qui étaient autodéclaratifs, pas de délai de carence, pas de conditions minimales d'activité pour bénéficier en fait des IGSS, également complément légal de l'employeur. Désormais, c'est une évolution en la matière puisque le délai de carence aura vocation à s'appliquer. On revient sur du classique en matière d'arrêt de travail pour Covid-19. Dernière actualité sur l'activité partielle. L'activité partielle, on l'a largement utilisée depuis la crise de 2020. Une seule mesure Covid est donc reconduite. L'activité partielle reste accessible aux employeurs qui n'ont pas d'établissement en France et à certains employeurs publics. Plusieurs mesures ne sont pas reconduites. Donc, le fait de verser une indemnité complémentaire par l'employeur. Les salariés vulnérables. Alors, hier soir, il y a eu une annonce de la part du ministère du Travail qui nous dit que concernant les salariés vulnérables, ça serait prolongé d'un mois. C'est une annonce sur leur site. Je n'ai rien vu passer ce matin comme texte qui viendrait proroger la mesure. De même, certaines mesures ne sont pas reconduites, celles qui concernent les salariés en formation pendant une activité partielle. Vous savez, avec le FNE, on avait la possibilité de maintenir 100% notamment de la rémunération nette. Mesure non reconduite pour 2023. Les salariés protégés, nouveauté. Jusqu'alors, on était dispensé de solliciter leur accord pour les places en activité partielle. Ce n'est plus le cas. On peut s'interroger quand même sur le sens de cette modification. Et de même, APLD, plus possible d'entrer dans le dispositif, mais les accords qui sont en cours et qui existent peuvent être modifiés, demeureront applicables. Donc ça, c'était les nouveautés actualités sociales issues de la loi de finances et de la loi de finances de sécurité sociale pour 2023. Pour le reste, donc, on passe aux actualités fiscales avec Claire. Merci Claire. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on évoque dans un premier temps les mesures de la loi de finances pour 2023. Il n'y a pas de mesures révolutionnaires dans cette loi de finances, raison pour laquelle je vous propose d'évoquer ensuite certaines décisions ou précisions doctrinales qui sont intervenues en 2022 et qui sont intéressantes. Et puis, on évoquera enfin le sujet des aides d'État, notamment le bouclier énergie, voilà, qui peuvent intéresser beaucoup d'entreprises en ce moment, qui ne sont pas forcément des mesures de la loi de finances, mais qui sont intéressantes à évoquer actuellement. Alors, en ce qui concerne la loi de finances, premièrement, la loi prévoit une revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, donc afin de neutraliser les effets de l'inflation sur le niveau d'imposition des contribuables. La loi revalorise le barème de l'impôt sur le revenu. Donc, il y a une revalorisation de 5,4%. Je vous ai mis les tranches d'imposition réévaluées applicables à compter de cette année. Cette revalorisation, elle entraîne également une revalorisation de certaines limites et certains seuils qui sont indexés sur le barème. Donc, par exemple, l'abattement, la déduction forfaitaire 10% pour frais professionnels des salariés, des gérants et associés, le plafond est porté à 13 522 €. Les limites d'appréciation de certains régimes micro, le micro BNC est porté à 77 700 €. Le micro BIC pour les ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et des prestations d'hébergement, la limite est portée à 188 700 € et à 77 700 € pour les autres activités de prestation de services. Autre réévaluation, si vous versez des pensions alimentaires à vos enfants majeurs, la limite de déduction, elle est portée à 6 368 € cette année et vous pouvez déduire jusqu'à 12 756 € si vous contribuez seul à l'entretien d'un jeune couple pacsé ou marié.
En ce qui concerne l'aménagement du prélèvement à la source, vous savez que le taux de prélèvement à la source du foyer fiscal, il est calculé sur la base de l'impôt sur le revenu et des revenus de l'avant-dernière année pour les prélèvements qui sont opérés de janvier à août de l'année concernée, et sur la base de l'impôt sur le revenu et des revenus de l'année précédente pour les prélèvements qui sont opérés de septembre à décembre. La loi prévoit que vous pouvez moduler à votre demande, solliciter en tout cas une modulation à la hausse ou à la baisse du taux de prélèvement à la source s'il y a une évolution de vos revenus ou de votre situation au titre de l'année en cours. Donc jusqu'à présent, la modulation à la baisse, elle n'était possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable était inférieur de plus de 10% au montant du prélèvement résultant du maintien du taux non modulé. Donc la loi de finances ramène ce seuil à 5% pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023. Attention quand même, en cas d'estimation erronée, vous vous exposez à une majoration dont le taux est variable, mais si l'administration considère que la modulation que vous avez demandée s'avère plus importante que celle que vous avez estimée. Donc attention quand même pour les demandes de modulation. La loi de finances, elle proroge aussi certains dispositifs de réduction d'impôts, notamment la réduction Madelin qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital de certaines PME ou de certains fonds communs de placement. Donc le taux, il avait déjà été porté à 25%, donc la mesure est reconduite jusqu'au 31 décembre 2023. Pareil pour la réduction d'impôt pour souscription au capital de foncière solidaire. Le taux est porté à 25%, la mesure est prorogée. Il y a aussi certaines réductions et crédits d'impôt qui sont prorogés. Donc le défi forêt, qui est un dispositif un peu complexe sur lequel je pourrais revenir s'il y a des questions dessus, qui permet de favoriser en fait un investissement forestier des contribuables, et puis le crédit d'impôt en faveur des systèmes de charge pour les véhicules électriques qui est prorogé jusqu'au 31 décembre 2025. Donc pour les contribuables qui équipent leur domicile de systèmes de charge, vous avez droit à un crédit d'impôt égal à 75% des dépenses dans la limite de 300 € par système de charge. Autre mesure de la loi de finances qui concerne la fiscalité des particuliers, il s'agit des exonérations temporaires de plus-value immobilière, quand les immeubles sont cédés par des particuliers au profit d'organismes chargés de construire des logements sociaux, en fait. Donc là, pareil, la mesure concerne pas mal de cessions. Dans l'idée, voilà, c'est quand la cession est réalisée au profit d'une personne ou d'un établissement public qui va construire des logements sociaux. Alors, les mesures qui concernent les entreprises maintenant. Vous savez que, d'ailleurs, je rappelle que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous certaines conditions, notamment de réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions € hors taxes, du taux réduit d'impôt société. Jusqu'à présent, la limite d'imposition au taux réduit était fixée à 38 120 € par période de 12 mois. Dorénavant, le taux réduit de 15% est applicable jusqu'à 42 500 € de résultat. Donc, je rappelle que ce taux réduit, il bénéficie aux entreprises qui font moins de 10 millions € hors taxe de chiffre d'affaires sur 12 mois et dont le capital est détenu à 75% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés qui respectent les conditions de chiffre d'affaires et de détention. Donc ça, c'est une mesure favorable aux entreprises. Claire en parlait tout à l'heure. Donc le statut des jeunes entreprises innovantes est reconduit, mais ne bénéficiera, à compter du 1er janvier 2023, qu'aux entreprises créées depuis moins de 8 ans, contre 11 jusqu'à présent. Donc c'est quand même un peu moins intéressant. Donc pour mémoire, sont considérées comme jeunes entreprises innovantes les PME, c'est-à-dire donc moins de 250 salariés, 50 millions € de chiffre d'affaires et 43 millions € de total bilan, qui consacrent ou affectent, en tout cas engagent des dépenses de recherche et développement à hauteur d'au moins 15% de leurs charges fiscalement déductibles. Donc c'est un régime très intéressant qui permet de bénéficier d'une exonération
d'impôt sur les sociétés à 100% la première année, 50% l'année d'après, et puis des exonérations intéressantes au niveau de la contribution économique territoriale et de la taxe foncière, et également au niveau des charges sociales. Donc la mesure, voilà, c'est que jusqu'à présent, ce statut bénéficiait aux entreprises créées depuis au moins de 11 ans, maintenant c'est moins de 8 ans. Autre mesure de la loi de finances, donc là c'est le mécanisme de l'apport-distribution. Alors ce mécanisme permet, quand on fait un apport partiel d'actifs, qui n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité, y compris s'il porte sur des titres assimilés à une telle branche, dès lors que la société apporteuse ne disposera plus d'au moins une branche complète d'activité après l'apport, dans ce cas, l'attribution gratuite des titres qui sont représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse peut bénéficier, sur agrément préalable, d'une neutralité fiscale au niveau des impôts directs et de l'impôt de distribution. Donc cet agrément, il était accordé à la société apporteuse lorsque l'opération déport elle répond aux conditions fixées par le Code général des impôts et surtout quand l'attribution est justifiée par un motif économique. La loi de finances dispense de l'obligation de conservation des titres les actionnaires qui sont éligibles à ce régime, dès lors que les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen, que la société apporteuse n'est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires agissant de concert au sens de l'article L233.3 du Code de commerce, et dès lors que l'actionnaire détenant au moins 5% des droits de vote de la porteuse n'exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière. Voilà. Alors ça, j'en parle, je ne sais pas s'il y a beaucoup de participants qui seront concernés, mais c'est quand même une mesure importante qui concerne les captifs de réassurance. C'est un nouveau dispositif qui est inséré dans notre droit, qui permet aux entreprises captives de réassurance détenues par une entreprise autre qu'une entreprise financière de constituer des provisions ayant d'autres objets que ceux prévus par le texte actuel. Donc en pratique, c'est un bon outil de gestion des risques. C'est une mesure qui intervient en raison, suite notamment à la crise sanitaire, de difficultés d'assurer certains risques dans certains secteurs d'activité. Il y a un décret qui doit venir préciser les modalités de constitution de ces provisions, mais c'est une mesure qui est intéressante et qui était en projet depuis quelques temps. Alors, autre mesure qui n'est pas vraiment favorable à certaines entreprises, c'est la création d'une contribution temporaire de solidarité sur les surprofits des entreprises du secteur de l'énergie. Donc, c'est l'application au droit interne en fait, d'une disposition du règlement européen du 6 octobre 2022. C'est une contribution qui n'est pas déductible, qui sera due au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 par les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé en France provient pour 75% au moins d'activités économiques relevant de certains secteurs, donc pétrole brut, gaz naturel, charbon et raffinage. Le montant de cette contribution, qui, je le rappelle, ne sera pas déductible, c'est 33% du résultat imposable 2022, moins 120% de la moyenne des résultats imposables constatés entre 2018 et 2021. Donc ça, c'est pour, malheureusement, compenser les effets de la crise énergétique. La loi prévoit également la réactivation du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées en vue de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire. Donc, pour mémoire, on rappelle que les entreprises qui répondent à la définition européenne de PME sont imposées sur un régime réel d'imposition, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires. Donc la mesure est reconduite. Donc, pour ce qui est des dépenses qui ouvrent droit à l'avantage fiscal, donc dépenses de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, je pourrais vous faire passer la liste des mesures définies par l'arrêté. C'est une prorogation qui est intéressante et qui va dans le sens de toutes les mesures qui ont été initiées depuis quelques années. Le crédit d'impôt il est égal à 30% du prix de revenu hors taxe des dépenses, réduit des aides publiques, et il est plafonné à 25 000 €. Voilà. Donc le dispositif il est réactivé jusqu'au 31 décembre 2024.
Alors, il y a d'autres dispositifs qui sont prorogés ou rétablis. Il y a le crédit d'impôt cinéma audiovisuel, ça, c'est pour le spectacle, les œuvres de spectacle vivant. La déduction pour les acquisitions d'œuvres d'art qui sont exposées dans les locaux de l'entreprise, qui est intéressante. Le crédit impôt recherche spécifique au secteur du textile, de l'habillement, cuir. Le crédit d'impôt formation du chef d'entreprise. Et puis, certaines exonérations pour les locations d'une partie de la résidence principale. Si vous louez une partie de votre résidence principale, vous faites de la chambre d'hôte, sous réserve d'un certain seuil de recettes annuelles, vous n'êtes pas imposé. Alors, en ce qui concerne les impôts locaux maintenant, la loi confirme donc la suppression de la CVAE. Donc cette suppression, elle va s'échelonner sur 2 ans. Sur la CVAE 2022, on n'a pas vraiment d'impact, mais sur la CVAE 2023, on a le taux qui est réduit de moitié, les acomptes qui seront réduits aussi, avec un taux de 0,375% maximum. À compter de 2024, suppression de la CVAE et puis des effets sur le plafonnement de la CFE. Donc ça, c'est une mesure qui va dans le bon sens pour les entreprises. Au niveau de la taxe foncière et de la CFE, pour mémoire, en 2017, il y a déjà eu une première réévaluation des valeurs foncières qui avait donné lieu à de grosses augmentations au niveau de la taxe foncière pour certains secteurs d'activité notamment. L'actualisation des valeurs foncières devait avoir lieu cette année. Elle est décalée de 2 ans. Donc, elle n'aura pas lieu avant 2025, ce qui est une bonne nouvelle pour les entreprises parce que j'ai eu à traiter beaucoup de dossiers là-dessus et il y a eu beaucoup de hausses difficiles à supporter pour les entreprises et pas toujours en phase avec la réalité de la valeur locative des locaux. Donc là, voilà, cette année, il ne se passera rien par rapport à la réévaluation des valeurs locatives. La taxation des logements vacants et des résidences secondaires s'alourdit, le taux augmente de 36%, et puis il y a une extension des zones concernées. Bon, nous, notre région, on y était déjà, mais donc dès 2023, le taux s'établira à 17% la première année et 34% les années suivantes. Alors, cette mesure, nous sommes concernés en premier lieu en région PACA. Donc, la loi de finances instaure une taxe annuelle sur les bureaux en Provence-Côte d'Azur. Donc, c'est une taxe qui est un peu identique à la taxe sur les bureaux en Île-de-France. Donc, à compter de 2023, il y a une taxe annuelle sur les bureaux et locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement situées dans les départements, donc Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, sera applicable. Donc, le produit de cette taxe, que je vous précise, sur le diaporama est affecté à la société de la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. C'est pour améliorer le réseau ferroviaire de la région. Les redevables de cette taxe, ce sont les personnes privées ou publiques qui, au 1er janvier, sont propriétaires, usufruitières, locataires au titre d'un bail à construction, d'un bail emphytéotique ou titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, constitutive d'un droit réel de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, stockage et stationnement. Donc, alors les locaux concernés, bon, je les ai développés. Et alors, il y a des exonérations quand même pour les locaux qui sont situés dans une zone de revitalisation des centres-villes, une zone de revitalisation des commerces en milieu rural ou quartier prioritaire de la politique de la ville. Et en ce qui concerne le tarif au mètre carré, donc c'est 94 centimes par mètre carré pour les bureaux, 39 centimes par mètre carré pour les locaux commerciaux, 20 centimes par mètre carré pour les locaux de stockage et 13 centimes par mètre carré pour les surfaces de stationnement. Donc, à partir de 2024, on nous dit bien que ces tarifs vont être actualisés chaque année, donc ce qui veut clairement dire que la taxe va augmenter, qu'on se le dise. Et ce sera en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac, retenu dans la loi de finances de l'année. En ce qui concerne le paiement, la déclaration elle doit être déposée accompagnée du paiement de la taxe avant le 1er mars de chaque année, sauf pour 2023, vu que c'est nouveau. On a une dérogation, donc la déclaration et le paiement sont à effectuer avant le 1er juillet 2023. Donc ça, c'est une mesure qui nous concerne particulièrement en PACA. Alors ensuite, pour la loi de finances, c'était à peu près toutes les mesures que je voulais évoquer. Je vous propose de passer
Voilà, juste un rappel des commentaires administratifs et de quelques décisions intéressantes qui sont intervenues en 2022. Donc, concernant le transfert des déficits, il y a eu des commentaires administratifs qui ont été publiés. Pour les opérations de fusion et de transmission universelle de patrimoine, les modalités de transfert de déficit sans agrément, dans la limite d'un montant de 200 000 euros. Donc, ça concerne les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020. C'est effet juridique, date d'effet juridique. Le transfert au titre d'une même opération ne peut pas être réalisé pour partie en dispense et pour l'autre partie sans dispense. En fait, si le montant total du déficit est égal ou supérieur à 200 000 euros, la société elle ne pourra procéder au transfert du déficit sans agrément qu'à concurrence de 199 999. Elle ne pourra pas bénéficier du régime avec agrément pour le surplus. Le surplus sera perdu. La nature des déficits, dans les précisions, il s'apprécie au niveau des sociétés membres en cas d'absorption de la société mère qui serait société intégrante. Et une autre condition, c'est l'absence de cession ou de cessation de fonds de commerce au cours de la période déficitaire. Même si la société peut démontrer que le fonds cédé ou ayant fait l'objet de la cessation d'activité, il n'avait pas contribué au déficit de la société absorbée dont on sollicite le transfert. Ensuite, concernant le délai de détention, une précision administrative qui a été publiée au BOFIP le 2 novembre 2022, ça concerne le point de départ à retenir pour l'appréciation du délai de détention de 2 ans en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserve. Donc là, les commentaires administratifs confirment que le délai doit être décompté à partir de la date d'acquisition des titres détenus antérieurement à l'augmentation de capital. Puisque là, on n'a pas souscrit de nouveaux titres, c'est une augmentation de capital par incorporation de réserve. Donc attention, point de vigilance aussi si vous êtes concerné au moment de la détermination de la plus-value pour la durée de détention. Alors ensuite, je voulais évoquer quelques décisions qui sont intéressantes au plan fiscal. La première concerne le régime des plus-values long terme et des titres de participation. C'est l'arrêt rendu par le Conseil d'État qui intéressait la société Areva. C'est un arrêt du 22 juillet 2022. Donc, le contexte de cet arrêt, en septembre 2005, Areva avait acquis 2,2% du capital de Suez et avait inscrit les titres en titres de placement. En décembre 2005, elle avait reclassé les titres en titres de participation. Et en juillet 2008, il y avait une fusion-absorption de Suez par Gaz de France. Et donc, Areva avait soumis la plus-value d'échange des titres au régime des plus-values long terme. Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale elle a remis en cause la qualification de titre de participation et le régime des plus-values long terme. Donc, la question qui se posait, c'était de savoir si la faiblesse de la participation d'Areva dans la société s'opposait à ce que les titres Suez soient qualifiés de titres de participation. C'est un arrêt intéressant dans le sens où il insiste et il revient sur les critères qu'on doit avoir en tête pour apprécier et qualifier les titres en titres de participation, notamment il faut que les titres revêtent sur le plan comptable déjà la qualité de titre de participation et qu'il y ait une intention de possession durable et surtout une utilité pour l'entreprise détentrice. L'arrêt insiste sur la notion d'utilité de l'influence exercée. Donc là, le Conseil d'État a donné raison à la société Areva et a dégrévé le redressement, puisqu'il a considéré que Areva, même si elle avait une faible participation, c'était le 5e actionnaire le plus important et que le pacte d'associés permettait à Areva notamment d'inscrire des résolutions à l'ordre du jour des assemblées générales. Donc c'est une décision intéressante au plan comptable et au plan fiscal pour les praticiens. Ensuite, je voulais vous parler de l'arrêt Maserati, je retrouve juste une petite pochette, qui évoque le sujet des classements en stock ou en immobilisation. Donc, dans cet arrêt, la société Maserati West Europe, elle avait abandonné son activité de distribution de véhicules, qu'elle avait recentrée sur la promotion et l'image de marque pour le compte de la société mère Maserati. Et pour réaliser son nouvel objet, en fait, elle a acheté des véhicules à l'état neuf, qui étaient utilisés pour des expositions dans les salons automobiles ou bien pour être mis à disposition de journalistes spécialisés ou de concessionnaires aux fins d'exposition. Elle devait donc utiliser des modèles récents et renouveler rapidement les véhicules qu'elle utilisait. C'est pourquoi elle les revendait en général dans un délai inférieur
à 12 mois. Donc l'administration fiscale, lors d'un contrôle, elle a remis en cause la comptabilisation en stock de ces véhicules et vu en ceci des immobilisations. Et donc elle a intégré au bénéfice imposable et donc redressé. Donc la question qui se posait, c'était est-ce que ces véhicules ils devaient être classés en immobilisation puisqu'ils étaient utilisés pour la production de services rendus à la société mère ou bien en stock parce qu'ils étaient revendus dans un délai inférieur à 12 mois. Donc dans l'arrêt du Conseil d'État du 22 novembre 2022, le Conseil d'État juge qu'un véhicule de démonstration acquis par un prestataire de service qui exerce une activité de promotion d'une marque automobile pour les besoins de cette activité constitue un élément de l'actif immobilisé, donc pas du stock, quand bien même ce véhicule serait revendu à l'issue de son utilisation. Donc en fait, le principe, le premier critère qu'il faut avoir en tête, c'est la destination. Pourquoi est-ce que j'acquiers ce bien et qu'est-ce que je vais en faire dans le cadre de mon activité. Donc ça, c'était un arrêt dont je voulais vous faire part. Un autre arrêt aussi qui concerne là l'éligibilité fiscale des provisions pour dépréciation d'immobilisation. C'est un arrêt qui concernait une société de radiologues. Une société de radiologues qui avait comptabilisé une provision pour dépréciation en justifiant que son fonds de commerce se serait déprécié en raison de la faiblesse du prix de cession des titres, en raison de la difficulté pour les radiologues de trouver des successeurs, en raison notamment, c'était une société de radiologie implantée dans Lot-et-Garonne, il y avait, compte tenu de la démographie médicale, peu de candidats. L'administration a remis en cause la déduction de cette provision et le Conseil d'État a donné raison à l'administration en considérant que ce n'est pas parce que la valeur vénale de l'élément d'actif est devenue inférieure à sa valeur nette comptable que ça justifie la déductibilité fiscale de la provision. Voilà. Donc, ça, c'était pour les provisions. Deux autres décisions avant de passer aux aides d'État dont je voulais vous parler. Ça concerne le régime Dutreil. Donc, vous savez que le pacte Dutreil permet de bénéficier d'une exonération de 75% de la valeur des titres transmis à titre gratuit, sous réserve de respecter certaines conditions, l'activité de la société et puis des engagements de détention et d'exercice d'un mandat de direction. Donc, en 2022, il y a eu un arrêt du Conseil d'État qui a considéré que l'activité opérationnelle ou l'activité de holding animatrice devait être maintenue jusqu'au terme de l'engagement individuel. Puisque dans le Dutreil classique, pour rappel, vous avez un engagement collectif de conservation de 2 ans et un engagement individuel de 4 ans. Il peut aussi être fait post-mortem ou en réputé acquis, mais jusqu'à présent, le Code général des impôts était silencieux sur ce point et le Conseil d'État avait d'ailleurs jugé, c'est un arrêt du 25 mai 2022, que l'activité opérationnelle n'avait pas à être maintenue jusqu'au terme de l'engagement individuel, ce qui était favorable aux contribuables en général, puisque souvent, au moment du fait générateur, donc au moment de la donation en Dutreil, l'activité est encore opérationnelle, mais pendant les 4 ans de l'engagement individuel, on n'est pas forcément toujours dans le respect de l'activité opérationnelle ou en tout cas dans l'animation. Donc, le Conseil d'État, c'était un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, pardon. Donc là, loi de finances rectificative pour 2022, une loi du 16 août 2022 vient compléter l'article 787B du Code général des impôts et impose désormais que l'activité opérationnelle ou l'activité de holding animatrice doit être maintenue jusqu'au terme de l'engagement individuel. Donc attention, si dans vos entreprises, vous avez des engagements individuels encore en cours, il faut faire attention, si les transmissions sont intervenues depuis peu, au maintien de l'activité éligible jusqu'au terme de l'engagement individuel de conservation. Dernière précision par rapport au Dutreil, c'est une autre décision dans laquelle ça concernait une entreprise individuelle, en fait une exploitation viticole qui a été transmise sous bénéfice du Dutreil. Et en fait, dans cette exploitation, il y avait une grosse trésorerie, mais cette trésorerie elle avait été constituée postérieurement au décès de l'exploitant. Et l'administration fiscale a remis en cause cette présomption simple d'affectation de la trésorerie à l'exploitation viticole et a refusé que ces sommes puissent bénéficier de l'exonération au titre du régime Dutreil. Donc, toujours être vigilant au niveau du
du pacte Dutreil et des montages quand on envisage de bénéficier, de mettre en place ce type de dispositif. Dernier point, peut-être avant de passer aux aides, c'était par rapport à la réévaluation libre des actifs, puisque l'exercice 2022, c'est la dernière année où on peut bénéficier de la neutralisation fiscale des opérations de réévaluation libre. L'an dernier, on avait parlé au cours de la même conférence, donc les réévaluations libres portant sur l'ensemble des immeubles corporels et financières effectuées dans le cadre des dispositions du Code de commerce. On avait fait l'objet d'un dispositif de neutralisation fiscale applicable jusqu'à la clôture de l'exercice 31 décembre 2022. Voilà, on rappelle cette année toujours que c'est le dernier exercice où on peut le faire. Donc voilà, les modalités, les écarts constatés, ils sont imposés de manière échelonnée sur 15 ans pour les constructions, plantations et aménagements de terrain, et puis sur 5 ans pour les autres. Voilà. Après, j'avais mis un petit commentaire par rapport au contrôle fiscal, puisque la Direction générale des finances publiques a mis en ligne son rapport d'activité pour 2021 et se félicite de ce que le niveau du contrôle fiscal a atteint son niveau d'avant la crise sanitaire, puisque 13,4 milliards d'euros de redressement ont été notifiés aux particuliers et aux entreprises, contre 10 d'encaissés. Fraude TVA, s'agissant des entreprises, et fraude patrimoniale pour les particuliers sont particulièrement visées. Et l'administration fiscale rappelle qu'il y a au moins 50% des contrôles fiscaux qui sont ciblés grâce aux data minimes, à la collecte de données informatisées. Donc voilà pour la loi de finances. Alors au niveau des aides, donc on a certaines aides qui bénéficient aux exploitations agricoles. On a la déduction pour épargne de précaution qui est prorogée et revalorisée. Elle sera revalorisée tous les ans. Il y a aussi une certification 2023 pour le bénéfice d'un crédit d'impôt en faveur des exploitations haute valeur environnementale, crédit d'impôt d'un montant de 2 500 €, ça c'est toujours pour les exploitations agricoles, et un crédit d'impôt qui favorise la sortie du glyphosate, qui est un produit chimique pour les exploitations agricoles également, donc 2 500 €, et pour les GAEC, il est multiplié par le nombre d'associés, ce crédit d'impôt dans la limite de 4. Voilà, donc ça ce sont des mesures qui concernent exclusivement les exploitations agricoles. Ensuite, en ce qui concerne les aides d'État, donc il y a certaines aides qui sont octroyées par l'État à partir de janvier 2023 pour les TPE et PME qui sont impactés par la hausse des prix de l'énergie. Donc, pour synthétiser, il y a tout d'abord le bouclier tarifaire. Donc, le bouclier tarifaire, c'est pour les TPE, c'est-à-dire entreprises de moins de 10 salariés qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions d'euros et qui ont un compteur électrique d'une puissance inférieure à 36 kWh. Ça, c'est le bouclier tarifaire. Donc, le bouclier tarifaire, il limite la hausse du prix du gaz à 15%. Et pour les factures d'électricité, pareil, c'est limité à 15%. Pour en bénéficier, vous avez une attestation sur l'honneur qui est téléchargeable sur le site impôts.gouv et vous devez vous rapprocher de votre fournisseur d'énergie. Ensuite, il y a le deuxième dispositif, le tarif garanti. Donc, le tarif garanti, c'est pour les TPE qui ne bénéficient pas du tarif réglementé, soit parce que leur compteur est d'une puissance supérieure à 36 kWh, soit parce qu'elles n'ont pas souhaité faire ce choix en matière de tarif énergétique. Donc, le principe, là, c'est que le gouvernement, il a obtenu des fournisseurs d'énergie un tarif moyen, un engagement sur un tarif moyen pour 2023 qui sera de 280 € du mégawattheure. C'est un tarif moyen sur l'année, il pourra y avoir des fluctuations mensuelles, mais sur l'année, c'est une moyenne. Pour en bénéficier, pareil, il faut remplir une attestation sur l'honneur et l'envoyer à son fournisseur d'énergie. Ensuite, troisième dispositif, c'est l'amortisseur électricité pour les PME et certaines TPE. Donc, c'est soit pour les TPE qui ont un compteur électrique d'une puissance supérieure à 36 kWh et qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire, et les PME, donc moins de 250 salariés, chiffre d'affaires 50 millions d'euros et total bilan 43 millions d'euros. Donc, l'amortisseur électricité, lui, il permet de protéger les consommateurs professionnels qui avaient signé des contrats élevés grâce à un plafond d'aide unitaire renforcé. Donc, l'État va intervenir directement
sur la partie de la facture d'électricité qui augmente aujourd'hui en prenant en charge la moitié du prix du mégawattheure, compris entre 180 et 500 euros. Donc les TPE au tarif garanti peuvent également bénéficier de cet amortisseur électricité. Et pour en bénéficier, vous devez... donc c'est directement sur la facture d'électricité, ce dispositif. Il faut quand même télécharger l'attestation et la faire passer. Il y a aussi le guichet d'aide au paiement des factures gaz et électricité, là pour les TPE, PME, ETI et grandes entreprises, depuis le 1er janvier 2023. Donc pour en bénéficier, ce sont les entreprises, ETI, grandes entreprises, qui présentent des dépenses d'énergie plus importantes, avec une aide renforcée qui peut être mobilisée pour un montant maximal de 50 millions d'euros. Donc il y a certains critères. Il faut que le prix de l'énergie pendant la période de demande d'aide est augmenté de 50% par rapport au prix moyen payé en 2021. Avoir eu des dépenses d'énergie qui représentent plus de 3% du chiffre d'affaires 2021 ou des dépenses d'énergie du premier semestre 2022 représentant plus de 6% du chiffre d'affaires du premier semestre. Et avoir un EBE, un excédent brut d'exploitation, qui soit négatif ou en baisse de 40% minimum. Donc pour savoir si vous êtes éligible, l'État a mis en place sur le site impôts.gouv un simulateur qui vous permet, vous remplissez vos conditions et vous pouvez ensuite être rerouté sur le dispositif qui vous correspond. Donc ça, c'était par rapport aux aides d'État aux entreprises qui sont impactées par la hausse du prix de l'énergie. Il y a aussi eu un décret du 21 décembre 2022 qui prévoit des aides de trésorerie pour les entreprises impactées par la guerre en Ukraine, la crise énergétique. Donc, cette aide, elle est ouverte aux PME et aux grandes entreprises sous certaines conditions. Donc, ne pas avoir obtenu un PGE suffisant pour financer l'exploitation, justifier de perspectives réelles de redressement de l'exploitation et ne pas faire l'objet d'une procédure collective, sauf pour les entreprises qui, étant en plan de sauvegarde ou de redressement, sont redevenues in bonis. Donc, cette aide, elle n'est pas octroyée automatiquement. Elle dépend du positionnement de l'entreprise au niveau économique et industriel. Il ne faut pas avoir fait l'objet de sanctions de la part de l'Union européenne. Il faudra démontrer que l'importance en fait, de l'entreprise au niveau du bassin local d'emploi aussi. Le montant de cette aide, c'est un prêt à taux bonifié, en fait, qui est plafonné soit à 15% du chiffre d'affaires annuel total moyen réalisé par l'entreprise au cours des 3 derniers exercices, soit 50% des dépenses énergétiques au cours des 12 mois précédant la demande d'aide. Ce montant du prêt, il peut être majoré afin de couvrir des besoins de liquidité de l'entreprise bénéficiaire. Ils seront rémunérés, ces prêts, selon un barème dépendant de la maturité finale du prêt. Voilà. Donc là, pareil, n'hésitez pas à vous rapprocher des intermédiaires, de vos intermédiaires financiers. L'aide, elle est à demander jusqu'au 31 décembre 2023 auprès du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises. Et la décision d'attribution, c'est la compétence du ministre de l'économie après avis du comité. Voilà pour ces points principaux au niveau fiscal. Merci. C'est animé alors. Alors, je ne sais pas si... Alors, on vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous poser des questions s'il y a besoin de précision. Donc, si on prend le chat à l'heure actuelle, il y a une question pour toi, Marie. Taxe annuelle sur les bureaux en PACA concerne-t-elle les bureaux au domicile du chef d'entreprise? Bonne question. Alors, le texte vise, c'est à partir du moment où il y a c'est local à usage de bureau et dépendance immédiate et indispensable destinée à l'exercice de l'activité professionnelle, y compris libérale, ou utilisée par l'État. Donc, dans l'absolu, s'il y a un loyer, alors c'est toujours pareil, de quelle manière est-ce que ça va être contrôlé? Il faudrait voir comment est-ce que vous déclarez si c'est les bureaux au domicile avec une mise à disposition à titre gracieux. Pour l'instant, c'est nouveau, donc on n'a pas de recul sur les modalités de calcul, mais à mon sens, dès lors qu'il y a un loyer versé au titre de l'occupation et mise à disposition d'un bureau, ça doit rentrer dans le champ d'application de la taxe. Voilà.
Ok, très bien. Alors, autre question, mais plus sur une modalité pratique. Bien évidemment, le support sera transmis par l'UPV par la suite. Oui, je vais intégrer les dispositifs sur les aides d'État, en effet. Je les ai développés plus tard, parce que pour moi, c'était indépendant de la loi de finances, mais je vais les intégrer et je vous l'enverrai, monsieur Alexandre. Alors, très bien. Et autre question manifestement posée concernant les dispositifs pour la formation des chefs d'entreprise. Donc, ça doit être en lien avec le compte personnel de formation, visiblement. Là, uniquement, la mesure issue de la loi de finances concerne le CPF, donc CPF salarié, et non pas les dispositifs relatifs à la formation des chefs d'entreprise. Le crédit d'impôt formation du chef d'entreprise est quand même prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Ça fait partie des dispositifs qui étaient prorogés. Donc ça, jusqu'au 31 décembre 2024, c'est reconduit. D'accord. Et, alors, Philippe. Et sinon, juste pour compléter sur la question de la formation des dirigeants, donc si on parle de la formation des dirigeants, on n'entend pas. On n'entend pas. J'espère que vous m'entendez. On a le dispositif AGFIS qui est géré par l'UPV. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour la prise en charge de formation pour les dirigeants non salariés. Merci. Donc on a un problème de micro. Manifestement, il y a un petit souci technique. Ah. Donc je passe la parole à Claire et à Marie. Non, c'est lui qui va son... Alors, désolée pour cette difficulté technique. On laissera Philippe peut-être nous poser une question dans le chat. Sinon. C'est bizarre qu'on n'entende pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'AGFIS. Il n'y a plus de questions, je vais conclure. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure. N'hésitez pas, sinon, par la suite, à nous contacter en cas de besoin. On pourra compléter nos propos. Et bien évidemment, le support vous sera transmis. Merci pour votre participation et on laisse Philippe conclure pour terminer ce webinaire. Merci. Merci beaucoup. Alors, désolé pour les petits soucis techniques de ce matin. Je remercie nos deux intervenants, Claire Rouillet et Marie Serra. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence qui aura lieu le mardi 14 février. On abordera un sujet un petit peu différent puisque ça sera comment négocier les pénalités avec la grande distribution, animé par Maître Tiffany Buma. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Au revoir.